Bonsoir, bienvenue à cette dernière rencontre de la saison estivale de Suisse Med Culture. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir le professeur René Prêtre, que tout le monde connaît. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2015, quand son œuvre, Le Petit Cœur, était une des œuvres bénéficiaires de la Nuit des Neiges. Donc, on se connaît depuis cette époque. Et ce qui est remarquable avec le professeur Prêtre, c'est qu'il concilie, je dirais, trois qualités très importantes qui lui ont valu en 2009 le titre de Suisse de l'année. La première de ces qualités, c'est le professionnalisme. C'est un chirurgien cardiaque pédiatrique connu internationalement. Un de ses collègues a dit de lui, c'est le Federer de la chirurgie cardiaque. Donc, voilà, il a travaillé à Genève, à Lausanne, à Zurich, donc un peu partout en Suisse et sur le plan international, il est très connu. La deuxième qualité, c'est sa générosité. Tout le monde connaît son œuvre Le Petit Cœur et le fait qu'il a vraiment dans beaucoup de pays opéré des enfants qui normalement n'auraient pas eu aucun accès à ce type d'opération cardiaque, du Cambodge au Mozambique, en passant par toute une autre série de pays. Et puis finalement, la troisième qualité, très importante, c'est sa simplicité. C'est quelqu'un de très abordable, de très sympathique, il a une empathie naturelle qui le rend tout à fait spécial. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre chère Louisa et à René. Merci de votre attention et bonne soirée. Merci François. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie d'être à nouveau parmi vous ce soir. Je remercie Jeannette, Juliane, François, Michel, Christiane, Charlotte et toute l'équipe, la vaillante équipe de Suisse Med Culture. Je suis particulièrement heureuse et honorée d'être là ce soir pour cette discussion avec vous, docteur Prêtre. C'est vraiment un honneur. Merci d'être là avec nous. Nous allons donc, je vais vous poser quelques questions. Vous allez aussi nous montrer une petite vidéo tout à l'heure. Nous allons parler évidemment de votre profession. Vous êtes considéré le meilleur chirurgien, cardiochirurgien en Europe, si ce n'est dans le monde. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Votre première passion n'était pas forcément la médecine. Vos proches vous voyaient soit agriculteur, soit éleveur, soit footballeur. Alors, parlez-nous de cette passion pour le football. Est-ce que vous êtes jurassien, donc né dans le Jura. Est-ce que c'était plutôt Neuchâtel-Xamax, le FC Sion, Servette, ou quelle était votre équipe? Et vous jouiez à quel poste? Bon, d'abord, merci à tout le monde de m'avoir invité. Merci François, ça me fait très plaisir de revenir à Crans-Montana. Hein, c'est une région quand même extraordinaire. Alors pour en revenir à votre question, ben voilà, comme j'étais junior, on faisait à l'époque ce qu'on appelle le 4-2-4 et j'étais le deuxième centre avant, celui un petit peu en retrait. Puis ensuite, quand je suis passé en senior, bon, j'avais 17-18 ans et autres, on jouait en première ligue quand même. Là, j'étais milieu de terrain, comme on le disait. Alors les milieux de terrain, c'est des marathoniers, etc. Ils distribuent le jeu, ils marquent moins de buts que les avants, mais enfin, c'est un poste quand même assez important, quoi. Et puis mon équipe, c'était Sochaux, parce que c'était à 15 km de là où j'habitais. D'ailleurs, nous, on avait une très bonne équipe, parce que ceux qui ne réussissaient pas en professionnel avec Sochaux, qui était une très très bonne équipe de première division française à l'époque, venaient chez nous, on avait l'usine Burus qui les engageait, c'était une bonne sortie en quelque sorte, et ces types étaient vraiment bons, et on avait à l'époque droit jusqu'à 5 frontaliers. Donc voilà, on faisait la moitié de l'équipe avec les professionnels un petit peu du club de Sochaux, et on arrivait à avoir une excellente équipe dans un village de 2500 habitants, en fin de compte. Tout ça s'est tombé, Burus a même mis la clé sous la porte, et puis c'est un village qui va devenir un peu fantôme. Enfin voilà. J'adorais le football, mais quel gamin qui joue au foot n'adore pas le football et ne rêve pas de la Coupe du Monde? Donc j'ai pas eu des rêves différents des autres. J'ai joué très vite, si vous voulez, dans des clubs comme ça, mais après on voit aussi ses limites. Vous savez qu'il faut vraiment être très très bon pour entrer dans les professionnels, et moi je pense pas que j'aurais eu ces qualités-là. Mon père n'aurait de toute façon pas voulu, parce que pour lui c'était pas un métier, footballeur, c'était une distraction. Alors qu'aujourd'hui...
Oui, mais pour ceux qui réussissent. Hein. Après, c'est l'iceberg. Hein. Entre Ouais. ceux qu'on voit tout le temps qui roulent Ferrari et puis tous ceux qui végètent, je crois qu'il y a une grosse disproportion là. Donc, vous avez décidé d'abandonner le football et vous aviez une autre passion qui est devenue une passion et une vocation, la médecine. Expliquez-nous comment est née cette passion pour la médecine. Mais le choix de la médecine, c'était le hasard en fin de compte. Moi, je me souviens, j'étais à 3 mois de la maturité, donc c'est l'ouverture pour l'université, et je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, parce que jusqu'à ce moment-là, je pensais reprendre la ferme familiale. J'adorais ce métier, sérieusement, j'adorais ce travail, soit avec les animaux ou avec les cultures. C'est une petite ferme, on faisait tout, hein, à la limite, c'est invivable aujourd'hui. Et puis, quand je me rends compte que ce n'est pas possible, la ferme n'appartenait pas à mon père, je réfléchis un tout petit peu, qu'est-ce que je vais faire? Et je me souviens, un copain était parti, et je l'avais croisé dans les couloirs, il faisait médecine dentaire, lui, et il m'avait dit, écoute, il y a des préinscriptions, c'est le dernier jour. Et je n'étais même pas allé tout de suite. Puis c'était venu en tête comme ça, et j'avais envie d'avoir cet horizon encore tout ouvert, parce qu'on voit bien qu'en avançant en âge, tout d'un coup, il y a des portes qui se ferment, et ça me semblait important de toutes les avoir ouvertes, et je me suis inscrit en médecine, puis après, pendant 2 mois, j'ai commencé d'y penser, et pourquoi pas, et j'ai regardé ça, et c'est vrai que ça m'a plu, et finalement, je suis allé dans cette direction. D'autres, c'était l'agronomie et la physique, je me souviens. Mais une fois en médecine, alors c'est des études qui demandent beaucoup, mais c'est des études aussi passionnantes. On apprend des choses extraordinaires. Moi, je savais la physiologie, savoir comment fonctionnent les organes, c'est quelque chose de fantastique. Je me disais, même si j'arrive pas médecin, j'aurais appris quelque chose d'utile et qui me plaît beaucoup. Et une fois qu'on arrive en 3e année, on fait des stages. Et là, voilà, je suis arrivé dans une salle d'opération. C'était une appendicite, je me souviens, mais j'ai l'impression d'un truc miraculeux, quoi. Et la chirurgie a ce côté un peu grand sorcier, enfin c'était un petit peu ma représentation, j'avais l'impression que les chirurgiens guérissaient parce qu'on coupe la tumeur, on l'enlève et on rapond, et les médecins y soignaient. Bon, c'est un petit peu excessif comme vision, mais jeune, à 24 ans, 23 ans, c'est ce que je voulais, j'avais envie d'être un guérisseur, quoi. En plus, le chirurgien il utilise ses mains. Quand on est fils d'agriculteur, on réparait nos machines, on faisait beaucoup de choses avec les mains, et ça m'interpellait aussi, quoi. Et c'est vrai que j'ai fait mes stages comme ça de chirurgie, j'ai vraiment adoré ça, et à ce moment-là, j'étais au milieu des études, oui, mon objectif était fixé, c'était vraiment la chirurgie. Alors c'était pas la cardiaque au début, c'était plutôt ce qu'on appelle générale, qui est beaucoup abdominale. Et puis mon boss de Genève, il m'avait repris, je voulais reprendre l'hôpital de Porrentruy. Il y avait 10 ans pour se former, c'est ce qu'il me fallait. Il m'avait pris une fois dans le bureau, il m'a demandé ce que je voulais faire, je lui ai expliqué, puis il m'a dit non, écoutez, vous devriez faire une carrière universitaire. J'avais jamais entendu ce mot. Et il m'avait dit non, je vous vois travailler, etc. Les gens vous apprécient et tout, je vous enverrai bien à l'extérieur et sous le diplôme américain. Je ne l'avais pas fait, on pouvait le faire un peu en parallèle. Puis il me dit, ah c'est dommage, je vous enverrai là-bas. Je me suis dit, bah, tiens, je vais l'essayer. Et le soir, j'ai retravaillé ça, je me suis dit, je fais un essai. Hein, et je l'ai réussi. Alors là, j'étais vraiment fier. Et il y avait un poste qui s'était ouvert à NYU. Ils avaient ouvert 2 postes pour des étrangers et ils m'ont pris plus un autre que je connais bien qui est du Japon. Et on s'est retrouvés à New York dans ce bouillonnement d'une ville incroyable. Moi j'ai juste l'anglais du gymnase. Hein. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais un petit peu potassé quand même. Et on m'avait dit, tu verras à New York, hein, c'est walk fast, talk fast. C'est-à-dire ils parlent vite, mais ils n'ont pas le temps pour vous, quoi. Vous demandez une rue, vous dites c'est là-bas, tac tac, puis ils sont déjà partis. À Boston, ils vous accompagnent sur 100 mètres. Et donc, je me souviens quand on démarrait, il y avait les urgences et tout, mais j'avais une trouille terrible de ne pas comprendre, de ne pas être à la hauteur. Alors au début, c'était vraiment difficile. Hein. C'est comme, on vous apprend les mouvements de natation, puis on vous dit, bon, même maintenant tu as appris les mouvements, tu sautes dans l'eau, quoi, puis tu dois y aller. On boit des tasses, on n'avance pas beaucoup, puis finalement on commence à maîtriser les choses et après ça va vite. Et franchement, il m'a fallu quelques semaines, quelques mois peut-être pour vraiment... Et le temps que vous perdez, en fait, vous le récupérez sur la nuit, donc c'est ce que vous dormez en moins, en quelque sorte, pour être à 6 heures du matin à un niveau. Puis après, je réussissais quand même à passer, et ça a été 2 années et demie extraordinaires. Et c'est là, à New York, le big boss, qui était un cardiaque, trouvait que j'opérais bien. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, tu as des bonnes mains, tu devrais aller dans le cardiaque. Techniquement, c'est la discipline la plus difficile. Et toi, tu as les 2 mains d'abord, j'opère assez bien de la main gauche et tout. Et il m'avait dit, ouais, lance là-dedans. Puis ça, on ne vous le dit pas 2 fois. Quelque part, c'est l'organe dont tout le monde rêve, mais personne n'ose le toucher.
parce qu'il y a ce charisme autour, il est quasi sacro-saint. Et puis aussi, quand j'étais à Genève, moi, mes copains, c'était les copains, mais quand même, ils étaient tous fils de médecins ou d'avocats, on sentait bien qu'ils auraient un petit peu des passe-droits. Et là, quand il m'a proposé ça, alors franchement, j'ai pas hésité beaucoup. J'ai bifurqué là-dessus, j'en ai parlé à mon boss de Genève en lui disant, écoutez, si je reviens cardiaque plutôt qu'abdominal, qu'est-ce que ça fait et autres. Mais il dit, non, mais ça jouera. Il m'aimait bien, hein. J'ai toujours des contacts avec lui. Et puis finalement, voilà, le grand virage s'est fait en cardiaque. Alors, le cœur a ses raisons. Oui, bien sûr. Le cœur a ses raisons. Vous avez décidé aussi de faire le grand saut et d'opérer le cœur des enfants. Est-ce qu'à un moment donné, on a le trac? Est-ce que... alors, vous avez des doigts de fée, vous avez un œil de lynx, vous avez un self-control extraordinaire. À quel moment vous vous êtes dit, voilà, je vais opérer le cœur des enfants? Qu'est-ce qu'on dit aux parents et qu'est-ce qu'on dit aux enfants quand on essaye d'opérer ces enfants? Mais là, je vais vous surprendre, peut-être même un peu décevoir. C'est que, de nouveau, je n'ai pas choisi ça. C'est vrai que quand j'étais revenu à Genève, il y avait une unité pédiatrique. Et ce n'étaient pas des enfants très difficiles, parce que beaucoup venaient par terre des hommes. Et ils viennent quand ils ont déjà un certain âge, si vous voulez. Donc ça allait bien. Et là aussi, on m'a dit, mais écoute, tu as de bonnes mains, fais le pédiatrique, parce que c'est aussi un petit peu le plus difficile et tout. Et on m'a envoyé en Angleterre, c'était en 94, pour justement me familiariser avec cette chirurgie pédiatrique. Mais on m'a guidé de nouveau. C'est pas moi qui ai dit je veux faire de la pédiatrie. On m'a dit non, tu es fait pour ça, tu vas te sentir à l'aise et tu verras, tu auras des bonnes choses. Ensuite, bien sûr, avant de faire votre première opération, mais vous en assistez 500, 600, donc vous avez vu déjà beaucoup de choses. Et même dans une opération, il y a beaucoup de pas, en quelque sorte. On vous dit, ben écoute, vas-y, tu fais la cannulation aujourd'hui, tu fais le retrait de la machine, fais l'arrêt cardiaque, fais la reprise cardiaque. On a déjà fait un petit peu toute l'opération comme un puzzle avec des trucs. Et un jour, on vous dit, bon ben voilà, demain c'est la tienne. Mais vous avez déjà fait tout une dizaine de fois et il suffit de faire tout répondre et cette fois c'est vraiment votre opération. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est pas moi qui voyais les parents qui leur parlais, c'est l'opérateur bien entendu, c'est lui qui a la responsabilité. Et moi quand j'arrive enfin à voir ça, si vous voulez, j'ai déjà un petit peu démythifié tout et ces angoisses, ces peurs sont quand même un petit peu maîtrisées et contrôlées. Après, je vais être franc avec moi-même. J'avais ce côté sportif peut-être du football, mais on a aussi un côté compétitif dans ce domaine. Et on est comme des alpinistes. S'il y a des 8000 et que vous vous sentez bon, vous voulez dépasser les 6000, vous voulez vraiment faire ces 8000. Et quand on m'a proposé cette pédiatrie, on m'a dit, mais ça, c'est vraiment la discipline reine, la plus difficile techniquement, etc. J'avais envie de la faire pour démontrer aussi à moi, mais aux autres, que techniquement, je faisais partie vraiment des tout bons. Enfin, on est comme ces sportifs, on va être dans le top 5, le top 10, etc. Et ce côté-là m'a beaucoup motivé à y aller, parce qu'il fallait faire des sacrifices énormes quand même. Je suis reparti à Londres, j'avais déjà des enfants qui étaient petits, plus difficiles à prendre. À New York, ils sont nés là-bas, donc c'est plus facile, hein. Tant qu'ils ont en dessous de 5 ans, c'est finalement une valise qui crie, un enfant. Mais après, il y a les écoles, hein, et puis qui mangent. Mais après, il y a les écoles, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Et donc, il faut vraiment et autres. Mais c'était plus ça qui m'a motivé à faire cette chirurgie pédiatrique. C'est un peu plus tard que j'ai vu cette dimension émotionnelle extraordinaire, en fait, par les parents. Et on a tous, enfin, été parents et tout, on souffre plus que nos enfants. Quand eux ont mal, moi je me souviens, ma fille s'était cassé le poignet, mais j'aurais donné mon poignet pour qu'on mette le plâtre à sa place. Et les parents se projettent tellement là-dedans qu'ils donneraient leur cœur eux-mêmes pour faire l'opération. Si vous voulez, la force émotive chez eux, elle est encore plus forte que si eux-mêmes doivent être opérés du cœur. Et ça, j'ai vu ce côté-là en quelque sorte. Et heureusement alors, ma discipline, en tout cas aujourd'hui, au début c'était pas comme ça, mais elle est maîtrisée et on a très très peu de problèmes. Je veux dire, les problèmes c'est du style 2%. Donc c'est vraiment pas tous les jours que vous avez ces difficultés. Alors je suis toujours très prudent, hein. Je sais que même sur une route droite on peut faire un accident si on n'est pas concentré. J'ai toujours préparé les opérations, même si c'était quelque chose que j'avais déjà fait, je regarde toujours être sûr d'avoir les détails et d'arriver en sachant ce que j'allais faire. Ce qui m'a permis sûrement d'avoir moins de glissades si vous voulez. Mais après, c'était aussi mon rôle de
rassurer ses parents, de leur dire non mais écoutez voilà, etc. Et j'aimais faire ça quand même. De montrer qu'ils avaient une équipe qui était là, qui faisait bien les choses. Et alors après, bien entendu, ça c'est le côté aussi magnifique de la chirurgie cardiaque. Vous faites vos opérations, ils durent 3-4 heures, bien sûr, mais les enfants récupèrent très très vite. Le lendemain, le surlendemain, ils sont déjà réveillés. Souvent, ils quittent les soins intensifs au 3e jour. Et ils rentrent à la maison vers le 10e. Et les parents s'imaginent quelque chose de beaucoup plus. Je leur disais souvent, vous verrez, ce sera beaucoup moins lourd que ce que vous faites. Et quand je les revoyais un mois après au contrôle post-op, ils me disaient, ah mais non, mais vous aviez raison, mais nous on se faisait un tel souci. Et le coup de téléphone, quand je sortais, ma secrétaire m'avait toujours mis le numéro, je prenais mon téléphone, je pressais dessus et ça partait. Donc j'étais encore pratiquement dans le vestiaire, je disais toujours. Alors j'expliquais bien l'opération avant, donc j'ai pas beaucoup de détails à donner, mais je disais écoutez, voilà, ça s'est bien passé, on a fini l'opération, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Je disais que ces 3 phrases-là, mais mon Dieu, de l'autre côté, j'entendais le docteur et tout, et il n'y avait plus rien parce que je sentais les sanglots avant de me dire mais écoutez, on ne sait pas comment vous remercier, enfin on vous remerciera, mais à vie haute, j'ai entendu mais tellement souvent cette phrase au moment où je donnais ce coup de téléphone, quoi. Oui, parce que vous avez sauvé des vies. Alors, bien sûr. Dans une interview, il y a un moment émouvant où vous dites, il y a un moment donné où le cœur doit repartir lors d'une opération, une transplantation, je crois, et cette seconde-là, avant que le cœur reparte, comment est-ce que vous la vivez? Alors, la transplantation garde, bien sûr, c'est une situation magique pour tout le monde, mais pour nous aussi, même pour nous qui avons fait des centaines, moi je peux même dire des milliers d'opérations, au bout d'un moment, on est un petit peu quand même, je ne vais pas dire blasé, mais on s'attend à ce que les choses passent comme ça. Des fois, je me disais, c'est comme aujourd'hui, on presse un bouton, puis on a de l'électricité, et si on presse et qu'il n'y a pas l'électricité, on s'énerve. Alors qu'on devrait se dire, mais c'est incroyable, l'électricité. Hein, c'est l'inverse et autres. Et moi, au début, effectivement, quand je voyais le cœur surtout repartir, l'arrêter, mais le voir repartir, ça me donnait des frissons dans le dos. Ça, je me souviens, au début, je regardais ça, ça repartait. Puis en faisant voir repartir, bon, ben voilà, le frisson est un peu parti. Et quand il repart pas, je lui donne une chicno, et qu'est-ce qui se passe là? Tu te réveilles? Je veux dire, je suis parti dans l'autre sens. Mais avec la transplantation, ça reste cet état magique où ça doit repartir. Parce qu'il y a 2 éléments. D'abord, ce n'est pas le même cœur. C'est un cœur de quelqu'un d'autre qui vient là. Alors, et voilà comment il sera accepté en quelque sorte. Puis la deuxième chose, vous avez des temps d'asphyxie beaucoup plus longs. Quand moi j'opère, tous les 20 minutes, je redonne du sang oxygéné. C'est comme si vous faites une apnée, vous reprenez de l'air, vous allez sous l'eau, vous pouvez aller très très loin comme ça, il n'y a aucun problème. Mais en transplantation, et surtout chez les enfants, on va très très loin aller chercher ces cœurs. Et quand il y a 3 heures d'avion qui doit repartir après 3 heures d'asphyxie, là vous n'êtes pas sûr qu'il va repartir. Et là, il y a un moment d'incertitude, il y a un moment d'angoisse. Et en 2-3 minutes, moi j'arrêtais toujours d'opérer. Je regardais pendant ces 2 minutes ce qui se passait et je savais après ces 2 minutes si c'était quelque chose qui allait bien se passer ou si j'aurais des problèmes avec cette situation-là. Et c'est vrai que quand il mettait du temps à repartir, tout d'un coup vous commencez de vous inquiéter, puis vous avez toujours pris un peu des risques parce que vous savez que vous devez les prendre. On vous disait, oui, mais moi je demandais toujours la Riga, vous mettez combien de temps, etc. Il me disait ça, mais il y a toujours 20 minutes de plus parce que ceci, parce que cela, même si on passe les frontières à toute vitesse, et autres. Et puis tout d'un coup on savait qu'on était au bord, puis je me disais des fois, mais mon Dieu, pourquoi je l'ai pris, etc. Mais d'un autre côté, moi j'ai eu des enfants, j'en ai eu 4 en tête, qui sont morts d'avoir attendu trop longtemps. Alors, évidemment, quand vous avez une situation qui n'est jamais idéale, c'est un peu loin, mais c'est pas trop loin non plus. Si vous ne le prenez pas et votre enfant meurt 2 mois après, vous faites aussi des reproches. Je vous dis, mais il y a 2 mois, j'avais une possibilité, ça aurait peut-être marché. Donc vous êtes bloqué avec ça, vous devez prendre des risques à un moment donné. Et c'est sûr que quand vous avez raison, voilà, c'est facile, mais quand vous n'avez pas raison, vous faites des reproches, mais vous ne savez pas où est la vérité dans ce genre de choses. Et est-ce que c'est difficile de trouver justement des personnes qui peuvent donner le cœur, par exemple, lorsqu'il y a eu un décès? Comment est-ce que ça se passe? Bon alors, ça reste un petit peu ce qu'on entend toujours, c'est les morts cérébrales. Voilà, il se trouve que le cerveau est l'organe le plus sensible à l'asphyxie. Et si vous voulez, la mort, souvent, ne se fait pas comme ça d'un coup. Les organes meurent les uns après les autres. Et le premier qui meurt, prenons une noyade ou un accident dans une avalanche, le premier qui va mourir, c'est le cerveau. Et si vous ressortez la personne de l'eau 20 minutes après,
Le cœur va repartir, mais le cerveau sera mort. Les reins vont repartir, le foie. Et ça, c'est typiquement les donneurs que l'on a, parce que la mort ne se fait pas comme ça, tous les organes en même temps. Et le cerveau est le plus sensible. Alors, c'est le mauvais côté, si vous voulez. Puis après, c'est ce qui a peut-être indirectement permis les transplantations, je dirais. Alors, bien entendu, et surtout en pédiatrie, ça passe par un drame incroyable. Et moi, alors on vous donne toujours la cause de mort, vous allez chercher autre, et celle qui me fait pas le plus mal, mais je me touche toujours, c'est typiquement l'enfant qui tombe dans la piscine sous la bâche, puis vous a échappé 10 minutes, hein, ça suffit. Vous savez plus où il est, vous le recherchez, puis vous le sortez de l'eau, et malheureusement, c'est déjà trop tard, en gros. Après, il y a des accidents quand même. On a les anévrismes cérébraux qui saignent dans la tête. Tout le reste fonctionne, mais le cerveau s'arrêtera. C'est ça les donneurs que l'on a classiquement. On a quelques suicides, on a quelques méningites fulminantes. Enfin, voilà, ça c'est les fameux donneurs que l'on a à disposition. Alors, il y avait les accidents de circulation, bien sûr. Il y en a beaucoup moins, et j'en parlais tout à l'heure justement à l'émission en disant, moi il y a un élément qui me gêne, on dit toujours, oui les Suisses, on est les derniers de la classe pour le don d'organes et on manque de générosité. Je ne crois pas que ce soit ça véritablement le problème. La Suisse est généreuse, regardez quand il y a la chaîne du bonheur qui fait quelque chose, franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Par rapport à l'Espagne qui est en tête, etc., ce qu'on n'a plus, nous, c'est les accidents de circulation, on en a beaucoup moins. Regardez, vous vous rappelez les années 90 ? Et nous, on transplantait énormément. C'était des jeunes qui étaient morts sur la route, en moto, en voiture. Nos voitures n'étaient pas si sûres, les routes ne l'étaient pas, il y avait moins de contrôle, on faisait, etc. Et ce segment-là n'est plus là. C'est une bonne nouvelle, on ne va pas s'en plaindre quand même, hein. C'était des jeunes. Le donneur, c'est toujours une mort violente chez quelqu'un de jeune, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus. Les anévrismes cérébraux, il y en a toujours, mais il y en a moins parce qu'on contrôle mieux l'hypertension et autres. Et là aussi, on va applaudir, on ne va pas se plaindre que cette population-là n'existe plus. On est là pour aider les gens et qu'ils vivent, pas pour qu'ils soient morts et aider d'autres. Alors bien sûr, quand ça s'est passé, c'est bien si on peut aider ceux qui n'ont pas eu la même chance que nous, que d'autres, et qui attendent un organe pour pouvoir revivre. Alors, psychologiquement, il y a une chose qui est intéressante. J'avais lu un livre de Charlotte Valandré, une actrice donc, qui avait eu une transplantation. Comment est-ce qu'on vit lorsqu'on a le cœur de quelqu'un d'autre? Est-ce que les sentiments changent ou... Comment vous l'expliquez? Elle l'expliquait très bien dans son livre. Vous, comment vous l'expliquez? Mais je sais, puis il y a une actrice aussi qui a eu, elle disait, j'aimais pas le citron, maintenant je l'aime, mais celui qui me l'a donné aimait le citron. Enfin, on a entendu ces choses-là. Il y a 2-3 choses qu'il faut dire. D'abord, moi je ne peux pas lire, j'ai pas été transplanté. Mais ça montre le côté charismatique du cœur. Parce que le cœur, c'est un muscle finalement. Quand on regarde dans les hiérarchies des cellules, le neurone est beaucoup plus haut, etc. Si on le met et autres, le muscle est juste au-dessus de l'os. Il est même en dessous du foie. Enfin, c'est la chimie, le foie et tout. Mais pourquoi les gens disent ça avec le cœur et ils ne le disent pas quand ils ont reçu un poumon ? Ils ont reçu un foie qui est plus gros, qui a des cellules plus compliquées, on pourrait dire, et autres. Et jamais quelqu'un avec une transplantation du foie a dit « Ah, mais maintenant, j'ai les sentiments de mon donneur et tout. » Je crois que c'est parce que le cœur nous prend tellement. Pour nous, c'est l'organe de la vie, même si on sait qu'en quelque sorte, c'est pas vrai, puisque on peut justement faire une transplantation. Et regardez la première transplantation. Alors, je suis sûr, là, on va me dire, si je vous demande c'est qui a fait la première transplantation, ben, vous allez me dire Barnard. Oui. Je vous demande, mais qui c'est qui a fait la première transplantation du foie, du poumon, du pancréas? C'était aussi dur à faire, mais on ne le sait pas. Enfin, vous ne le savez pas. Moi, je le sais parce que j'ai regardé. Mais, et voilà, et pourquoi le cœur nous a marqué autant? Ben, c'est parce que quand vous transplantez le cœur, vous transplantez plus qu'un organe, vous transplantez justement également un peu la vie. Et quand il y a eu cette transplantation, moi j'avais 9 ans, je m'en souviens de ça. Et il y a des gens qui disaient, on levait le poing comme un but, en quelque sorte, en se disant, mais on avait gagné quelque chose sur le territoire même de la mort. On avait ce sentiment incroyable que c'était une grande victoire par rapport à toutes les autres découvertes qu'on a fait en médecine. Et le cœur marque énormément. Et je pense que c'est toujours ce côté-là qui fait que tout d'un coup on se sent un peu différent et autres. Mais les sentiments, en fin de compte, ils sont ici. Le cœur, c'est la caisse de résonance des sentiments, mais ce n'est pas lui qui les génère.
Et quelqu'un qui a été transplanté, il a aussi les sentiments comme avant, il a le cœur qui s'accélère parce que c'est le système nerveux sympathique, parasympathique. Alors sur le cœur transplanté, il agit beaucoup moins puisque c'est un cœur dénervé, mais il y a quand même l'adrénaline, il y a ces hormones-là qui font que ce cœur va battre plus vite et un peu plus fort, mais moins que quand on a un cœur à soi. Alors, vous êtes très connu dans le domaine médical. Et les Suisses vous ont découvert en 2009, lorsque vous avez été élu le Suisse de l'année. Alors, je rappelle que vous avez coiffé au poteau Bertrand Piccard, Didier Cuche, Tina Turner, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et puis, il y en avait un troisième. Il y avait Dimitri aussi. Et Dimitri le clown. Voilà, exactement. Donc, le public, le grand public vous découvre. Ça vous a chamboulé la vie, j'imagine. Oui, mais moi je me souviens, c'est autour du 15 décembre, ils m'appellent, ils me disent, oups, là, voilà. Ils me disent, vous avez été nominé pour le Suisse Award. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne regardais pas la télé, j'étais à Zurich à cette époque et tout. Je disais, bon, Puis ils me disent, il faut que vous soyez là, c'est le deuxième samedi, enfin le week-end de l'année, évidemment, puisqu'on regarde l'année qui vient de s'écouler, pas le premier, parce que ça peut tomber sur le premier, et les gens n'ont pas encore récupéré la nuit d'avant. Bref, et puis ils me disent, il faut absolument que vous soyez là. Et cette année-là, on avait prévu une mission au Mozambique, on faisait 2 semaines, et c'était le week-end du milieu. Je dis, mais voilà, je ne peux pas venir, quoi. Alors ils s'énervent, et je dis, c'est volontiers, à l'icône, c'est là qu'il y a la télé, et puis expliquer pourquoi je ne suis pas là, les gens vont comprendre, mais je ne suis pas que le mène, hein, on va opérer les enfants. Ah bon? Et il me dit, ah ouais, bon, d'accord. Puis après, il me rappelle, il me dit, est-ce qu'on peut faire ça à Johannesburg? Parce que finalement, ce serait couleur locale. Et je me suis dit, bon, bah, d'accord, je perdais une après-midi. Puis le gars de Johannesburg, le correspondant, dit, mais moi, j'aimerais bien voir ce qu'il fait à Maputo, est-ce que je peux aller là-bas? Et alors, vous venez, quoi. Et puis, on a fait ça la veille du Suisse Award. On a déjà opéré une dizaine de gamins. Alors, évidemment, on a un peu fait le décor. J'étais là, les gamins couraient derrière avec leurs cicatrices et tout. Et puis, on a montré de loin une opération comme ça, les soins intensifs, les parents. Enfin, il y avait un peu tout, si vous voulez. Mais le contraste était énorme entre nous, notre équipe, les mains dans le cambouis en train d'opérer. Et puis, à Zurich, les robes longues, les diamants, les grands, etc. Ça a extrêmement marqué. Et puis, l'autre chose, mais ce jour-là, j'aurais dû jouer à l'autre numéro, je gagnais, quoi. Il y avait tout pour ça. Tenez-vous bien, c'était le 9 janvier, donc c'était l'anniversaire de ma maman. Elle vivait encore et tout. Alors, j'en ai profité quand j'ai remercié, bien sûr, ceci, cela, le Kinderspital. Puis après, je dis, je remercie mes parents, etc., qui vivent dans le Jura. Je parlais en allemand, et puis, je me souviens toujours de mes 2 dernières phrases. Übrigens, heute feiert meine Mutter ihren Geburtstag. Et là, je parle français, je me souviens de ma phrase, alors du fin fond de l'Afrique, hein, comme si j'écartais les lianes avec les lions derrière. Bon anniversaire, maman, et je vous souhaite une bonne soirée. Alors ça, je suis sûr, toutes les mamans ont le cœur qui vibre, etc. Et d'ailleurs, ils ont pu démontrer, je ne sais pas comment ils font, hein, que à peu près 70% des gens qui ont voté pour moi étaient des femmes. Alors, ce n'est pas mon physique, là, je vous rassure. Je vous rassure tout de suite. Mais pour une maman, pour une femme, une maman, opérer le cœur d'un enfant, de sauver la vie d'un enfant, mais il n'y a rien de plus fabuleux, plus d'éclatant que ça, quoi. Et c'est évident que elles allaient prendre le téléphone pour m'appeler. Le mec, lui, oh mon Dieu, il faut que Maradona marque 3 buts pour qu'il daigne écarter ses chips, prendre le téléphone, quand il ne demande pas en plus à sa femme de faire le numéro pour lui. Donc là, vous êtes vraiment devenu, on peut le dire... Ah oui, du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un de public, en quelque sorte. Mais voilà, je suis ce que j'appelle un accidental hero. J'avais 52 ans. Jusque-là, on n'avait jamais parlé vraiment de moi. Alors c'est vrai qu'on a fait une superbe première au mois de juillet-août. On était les premiers à mettre une valve chez un enfant sans ouvrir le sternum, sans faire le truc. Maintenant, ça se fait beaucoup chez les adultes. Mais nous, on l'avait fait chez les enfants et on était les premiers. Je me souviens, on avait fait un truc, on avait fait un communiqué, ça était passé dans les journaux, mais il n'y avait pas eu la Schweizer Illustriert, on avait parlé, etc. Puis sur ça, ils m'avaient nominé pour ce Swiss Award. Et puis voilà, tout d'un coup, pof, les projecteurs sur moi, c'était... Mais voilà, quelque part, je n'ai pas cherché cette réputation médiatique, parce que jusque-là, je faisais mon travail tous les jours, j'étais content, je n'avais pas de frustration, c'était parfait. Et ça vous change la vie, parce que du coup, vous êtes vraiment devenu
un des Suisses, et encore aujourd'hui, quand on regarde le téléjournal, on vous voit très souvent à la télévision. Vous êtes vraiment quelqu'un, et par votre personnalité aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes un homme, un homme de cœur, on peut le dire. Non seulement vous opérez le cœur, mais vous êtes un homme de cœur. Oui, mais j'ai toujours fait attention de ne pas changer ma façon de travailler. Et j'ai toujours laissé la priorité sur mes opérations et tout. Et de temps en temps, maintenant je suis un petit peu retiré, ils m'invitaient, je disais ok, d'accord, je viens, mais il y a une seule chose, si j'ai une transplantation pour un enfant, je ne vais surtout pas dire non et l'avoir après qui me fait des problèmes en liste. Voilà, je la ferai. Et ça, vous ne pouvez pas le commander. On vous appelle, il y a un cœur, ben voilà. Et je me souviens qu'une fois, 2h du matin, j'étais invité à la radio, qui est une locale. Je devais être à 7h là, et puis 7h du matin, et tac, transplantation. Et puis je me dis, bon ben, je dis à l'anesthésiste, écoute, vers 6h, j'essaie de les appeler, il n'y a personne. On les appelle pour leur dire que je ne peux pas venir et tout. Puis j'étais là-dedans, et c'était vraiment difficile, puis on oublie complètement le truc. Puis d'un coup, l'anesthésiste qui dit, dis donc, il est 7h30, t'attends à la radio. Je dis, bon ben, écoute, dis-leur que je ne peux pas venir. Puis après, je les ai rappelés, j'ai dit, écoutez, je m'excuse et tout, il m'a réinvité 2-3 jours après, quoi. Mais j'ai toujours fait attention de rester vraiment très, comment dire, correct avec mes enfants, les parents, etc. De ne pas brader, si vous voulez, mon travail pour quelque chose d'autre. Et oui, j'ai toujours fait attention à ça. Alors, vous avez opéré des enfants dans plusieurs pays. Vous avez évoqué donc les États-Unis, l'Angleterre, en France, je crois, en Allemagne aussi. Et il y a, je crois, 2 pays qui vous tiennent particulièrement à cœur, c'est le Mozambique et le Cambodge, où vous vous rendez très souvent pour des opérations. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Ouais, écoutez, ça a commencé avec le Mozambique. J'avais travaillé à l'hôpital Necker à Paris, donc c'était aussi pour parfaire la pédiatrie en l'an 2000. Et puis la chaîne de l'Espoir avait démarré un programme au Mozambique. Ils avaient formé des cardiologues, mais ils étaient rentrés, il n'y a pas de chirurgien, ils voulaient revenir en France. Puis ils avaient dit non, allez là-bas, on va créer une unité, vous verrez, vous pouvez travailler. Alors ils cherchaient à faire des équipes qui aient une mission par mois, qui aient la formation, une continuité et tout. Et comme j'avais travaillé, ils m'ont dit écoute, il faudrait que tu y ailles, on paye les voyages, ils avaient des moyens et autres. Au début, moi j'étais réticent. Je me disais, mais attends, est-ce qu'on va faire de la chirurgie cardiaque quand la moitié des enfants ne vont pas à l'école? Enfin, je ne voyais pas ce côté. J'avais du mal, je me disais, mais on met la charrue devant les bœufs. Et puis, à force de me tanner le cuir, une fois, je me suis dit, je vais y aller voir. Mais je voulais être indépendant. Et c'est pour ça que j'ai fait ma fondation. En disant, si ça ne me plaît pas, je peux dire non. Quand on vous a tout payé, vous ne pouvez plus dire non, en quelque sorte. Et puis, je suis allé là-bas. Alors, ma conversion a été quasiment biblique, parce que j'ai vu les beaux côtés. Ces enfants qui allaient mal et qu'on sort. Alors, j'avais aussi un sentiment très différent, on peut en reparler plus tard par rapport à ici. Et puis, on a créé des postes de travail, on faisait des choses et tout. Et pour moi, créer des postes de travail là-bas, chez ces gens-là, pour ces gens-là, c'est quelque chose d'important aussi. Et finalement, je reste avec mes interrogations. Est-ce que vraiment il faut le faire? Mais quelque part, on tire en avant beaucoup de choses. Et regardez comme la Chine, comme l'Inde se développe. Il reste des gens qui sont sur le bas de la route et c'est vraiment très dommage. Mais c'est des pays qui, malgré tout, avancent et tirent beaucoup de choses avec elles. Et voilà, c'est un petit peu cette dynamique qui fait que je me dis non, ça vaut la peine de le faire et tout. Et puis, bien sûr, j'y suis allé et autres. Puis ensuite, Beatrice Schner, le Beato Cello, m'a demandé pour le Cambodge, c'était en 2011. Oh, il fallait tout bâtir, il n'avait même pas de soins intensifs, je me souviens, et autres, on a dû faire ça, il a fallu quelques temps. 2010, je passe Suisse-Lan et je deviens même millionnaire à un moment donné, donc je le rappelle, je lui dis, voilà, je peux t'acheter pour 700 000 francs de matériel, parce qu'il fallait tout équiper et autres, et puis en novembre 2011, donc une année et demie après, on a fait la première au Cambodge. Et puis ça marche vraiment bien là-bas, Alors, je ne sais pas si on va... Parce que j'avais prévu 3 petits films là-dessus. Je crois que vous avez des petits films. Juste un chiffre. Vous avez effectué combien d'opérations jusqu'à ce jour? On dit plus de 6 000, mais ça fait des années qu'on dit plus de 6 000. Donc, je pense qu'entre-temps... Écoutez, j'étais toujours entre 250 et 300. Et ça, je l'ai fait... J'ai commencé la cardiaque autour de 1990. Donc voilà, après, c'est un peu ce qui me fait dire que... Après, c'est 6 000 opérations, mais c'est peut-être pas 6 000 enfants, parce qu'il y en a certains où vous corrigez en 3 opérations, par exemple. Donc vous avez plus d'opérations que d'enfants opérés, en quelque sorte. Mais c'est vrai que j'en ai fait vraiment beaucoup. Alors j'ai aussi compté ce que j'appelle les jeunes adultes, parce qu'il y en a des qui viennent avec des problèmes de naissance, mais qu'on opère parce qu'on ne les a pas vus avant, à 30 ans, ou parce qu'ils viennent d'autres pays, etc. Et moi, j'ai toujours opéré ces gens, beaucoup les valves, entre autres, mais ils étaient presque toujours plus jeunes que moi. Donc aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, mais
disons, à l'époque, c'était comme ça. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous avez réussi des opérations et tellement de choses. Est-ce qu'il y a un défi que vous n'avez pas encore relevé et que vous aimeriez relever? En chirurgie cardiaque? En chirurgie cardiaque. Ah, mais là, j'ai vraiment pratiquement, il me semble que j'ai tout fait là. Et alors, hors chirurgie cardiaque? J'ai un petit appartement à Zermatt, je regardais souvent le Cervin et je me disais, mais un jour j'aimerais monter là-haut. Ce défi-là, je ne l'ai pas fait. Pas encore. Ouf, oui, pas encore, mais je veux aussi vous dire, j'ai adoré mon métier, mais je le paye aussi un tout petit peu quand même. J'ai été opéré 2 fois d'une hernie discale cervicale. Alors ça, c'est sûr que vous avez la tête comme ça, avec une lampe, des lunettes, ça vous fait du poids. Et puis même une lombaire et autres. Donc j'ai eu 3... Et ça, c'est la maladie des chirurgiens qui ont trop opéré. Je vous explique, je ne vais pas faire long, mais j'aime bien aussi expliquer un tout petit peu la transplantation cardiaque, les défis qu'on a. Encore une fois, quand c'est la pédiatrie, on va très très... Les adultes, on a assez de donneurs et de receveurs en Suisse, et généralement, ça se passe dans le territoire. Mais pour les enfants, heureusement, on a très peu de donneurs, ça c'est vrai. Heureusement, on a très peu d'enfants qui ont besoin de ça, mais on est obligé d'être en Eurotransplant, c'est pas Suisse Transplant. On peut prendre quelques questions du public. Oui, bien sûr. Merci infiniment pour ce superbe exposé, extraordinairement émouvant. Est-ce que les transplantations cardiaques sont également possibles au Mozambique et au Cambodge, ou bien est-ce que vous pensez que dans un avenir lointain, ce sera une fois possible? Alors, dans un avenir lointain, mais aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. Il y a aussi le fait que quand vous arrivez dans un pays comme ça, et ça, je l'ai beaucoup appris. Des fois, je me dis, je devrais ramener un petit peu cette expérience en Suisse. Aujourd'hui, on a autant de problèmes avec notre système de santé. On arrive là-bas et vous avez potentiellement 2000 enfants dans votre salle d'attente. Alors bien sûr, vous choisissez ce qu'on appelle les bons cas, ceux qui en une opération sont guéris, n'auront pas besoin d'un traitement au long cours et tout. Et c'est un petit peu la logique de guerre. Dans le débarquement, j'étais aux États-Unis, j'avais des vieux professeurs qui avaient fait la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Ils vous disaient, vous avez tout plein de blessés qui viennent, vous ne pouvez pas vous attarder sur les blessés graves ou même des moyens graves parce que vous allez perdre des blessés légers. Et la logique de guerre fait que vous devez disposer vos ressources limitées au plus grand nombre. Et donc nous, bien entendu, on opère les cas assez faciles à opérer, qui sont guéris avec cette opération. Et après, on augmente en difficulté et surtout on les forme et eux commencent de faire ces cas. Moi, quand j'allais là-bas, au début, on faisait même 3 opérations par jour parce que c'était des opérations faciles et assez rapides. Aujourd'hui, comme eux, ils font les faciles et les difficultés 1, 2, 3 sur une échelle de 6, moi, on fait du 4 et du 5 maintenant. Et donc, on ne fait plus que 2 opérations par jour parce qu'elles durent déjà 3 à 4 heures et tout. Mais après, si vous voulez, la transplantation, bien entendu, on met toujours le chirurgien en exergue et tout. Le challenge, il est de temps en temps en salle d'op, mais il est beaucoup sur l'immunologie. Gérer ce qu'on appelle le rejet contre les infections, contre le développement de tumeurs, etc., avec tout ce système, cette surveillance immunologique. Et ça demande des compétences extrêmement pointues que même moi j'ai pas. C'est vraiment du travail d'équipe. Et pour former ces compétences-là, ça demande énormément. Puis ensuite, il y a tout le coût de cette transplantation après coup, parce que vous avez un traitement à vie en quelque sorte. Et là-bas, avec ces enfants qui repartent dans leur village, qui sont des fois des huttes, c'est inutile d'y penser. Alors, voilà, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Aujourd'hui, non, ça n'entre pas en ligne de compte. Et ça, c'est clair que même si, comme tout le monde, ils adoreraient faire ce fameux 8000, l'Everest de la chirurgie, mais ils doivent se contenter du Cervin, c'est déjà beau. Bonjour, merci beaucoup. La vidéo que vous nous avez montrée sur la transplantation m'a fait étonnamment penser plus des opérations de neurochirurgie, parce que j'avais l'impression que le cœur comme le cerveau sont beaucoup plus vivants en quelque sorte que d'autres organes. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, c'est des choses qu'on va beaucoup plus considérer comme vivantes. Enfin, quand on voit le cœur qui bat, on a l'impression que c'est un être à part entière. Et donc je me suis demandé est-ce que vous avez déjà pensé à devenir neurochir? On ne peut pas tout faire, hein, ça c'est clair. Avant. Oui, non. Ben, je fais de la neurochirurgie parce que dans la chirurgie générale, on faisait des rotations et on devait faire et autres. Voilà, j'ai été moins impressionné par la neurochirurgie parce que je trouvais que c'était une... Alors, elle est
charismatique. Quand on demande aux gens, c'est neurochirurgien, chirurgien cardiaque et puis pilote d'avion, quoi. C'est toujours les 3 trucs. Et puis pompier qui dominent un peu le truc. Mais après, moi, je trouvais qu'ils avaient aussi des résultats moins spectaculaires que nous, quoi. Alors, bien sûr, des méningiomes, alors les hernies discales, ça d'accord, mais ça on n'a pas l'impression que c'est... et autres. Et puis, le cœur, il a cette dimension supplémentaire qui est justement ce que vous dites, on le voit bouger, c'est comme la 4e dimension, le temps et autres, et il vous donne tout de suite la réponse. D'ailleurs, moi, je chambre des fois mes transplanteurs hépatiques parce qu'ils m'appelaient quand ils faisaient ce qu'ils appelaient les split livers, c'est-à-dire que le foie comme le rein, vous avez des donneurs vivants aussi. C'est pour ça qu'il y a plus de greffes et autres, puisque nous, c'est que des donneurs décédés. Mais quand vous prenez un donneur vivant, vous prenez un quart du foie, et vous ne prenez pas le tronc, c'est les vaisseaux au niveau du tronc, mais au niveau des branches. Donc c'est beaucoup plus petit, et pour les suturifs, il faut cette habitude que moi j'ai avec la chirurgie pédiatrique. Alors à Zurich, ils me demandaient toujours de venir faire les sutures sur les artères. Alors c'était agréable parce que c'est des opérations programmées, contrairement aux autres. Ils commençaient à 8h, puis généralement c'est vers 2h d'après-midi qu'ils me demandaient de venir. Donc je faisais mon cas, je mettais rien l'après-midi, puis j'allais le faire. Puis une fois qu'on a enlevé le clan, le sang passait comme ça, puis j'embêtais toujours mon collègue, je tapais sur le foie, puis je disais, mais il marche ton organe là. Puis il me disait, ouh là là, on doit attendre, tu sais, il faut 2-3 jours pour savoir comment ça va. Je disais, mais c'est quoi cet organe? Moi quand je fais le cœur, en 10 minutes, j'arrive à te dire si c'est bon, parce qu'il est déjà reparti. Et c'est vrai que le cœur a ce côté magique et autre, l'intestin aussi il bouge. Si vous mettez un stéthoscope, il y a des bruits et tout, mais c'est une répétition toutes les 30 secondes, c'est trop long pour nous. Le cœur, c'est à la seconde, quoi. Donc il a ce côté absolument fascinant pour nous. Et le fait, d'ailleurs, même nous, quand tout d'un coup il règle 2 battements, on le remarque, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de mourir ou quoi? Et il est dans la seconde. La seconde, c'est notre unité de temps. Le mètre est aussi notre unité de temps. C'est pas le kilomètre, ça c'est les voitures qui ont donné ça en quelque sorte. Et on est à fond dans nos unités de mesure avec le cœur. Le poumon aussi, il bouge en quelque sorte. On fait la paroi thoracique qui l'entraîne. Mais c'est vrai que, alors, la neurochirurgie ne m'a pas, fasciné autant que la chirurgie cardiaque. Mais ça reste une très belle chirurgie, hein. J'aime bien dénigrer des fois un peu mes collègues, c'est la même chose avec le cœur. Parce que quand on prend le cœur, eux ils préparent encore le foie, ils en ont encore pour une demi-heure. Et nous on ne peut pas attendre une demi-heure. Et nous on part en hélicoptère, puis eux ils prennent l'ambulance parce qu'ils ont 24 heures. Alors des fois je dis, écoutez, on espère qu'il n'y aura pas trop de feux rouges, au revoir, nous on prend l'hélico. Il y a tout ce côté spectaculaire. Bien entendu. Oui, merci infiniment pour non seulement la simplicité, l'émotion que vous nous procurez, mais la réalité que nous faites littéralement toucher. Moi, j'ai une question qui est un peu plus sur la technique. Que pensez-vous du cœur artificiel, pas nécessairement pour les petits-enfants dont vous vous occupez, mais pour les adultes? Et vous aviez bien parlé de la diminution du nombre de donneurs, vous avez expliqué pourquoi. Que pensez-vous de la possibilité de faire les transplantations avec les cœurs artificiels qui sont à l'étude aujourd'hui? Bon, mais ça fait longtemps qu'on y va, mais c'est vrai qu'on a fait des grandes poussées dans les années 90, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, on arrive même à les miniaturiser. Chez les enfants, on ne peut pas les mettre en interne. C'est pour ça qu'on a ce ventricule qui sort. Mais chez les adultes, maintenant, on met même des pompes avec une turbine qui fait 2000 tours minute et on n'a plus un flux pulsatile. On a remarqué que ça marchait et c'est la taille d'une balle de golf. Donc on les met à l'intérieur. Il reste quand même un tuyau qui ressort parce qu'il faut bien alimenter en énergie cette pompe en quelque sorte. Mais le cœur artificiel, on l'utilisait au début en tout cas comme bridge to transplantation jusqu'à très peu de temps. C'était le bridge, c'est-à-dire la passerelle à la transplantation ou de temps en temps à la récupération cardiaque. Parce que vous avez des fois une atteinte virale, on sait que ça prend 2 mois, mais le cœur peut récupérer. C'est quand même assez rare, mais ça existe, et moi j'en ai eu quelques cas comme ça. Mais vous vous souvenez, il y a 20 ans en arrière, en France, on était beaucoup influencé par la France, et en Suisse romande, on regardait les nouvelles. D'abord, ils vous disaient week-end de noir, c'était des week-ends de Pentecôte et de Pâques. Et moi, je me souviens, mes collègues me disaient à Paris, on n'allait jamais on ne partait pas parce qu'on savait qu'on allait transplanter. Mais c'était l'époque où on allait sur les routes à toute vitesse, comme je disais tout à l'heure. Heureusement, on n'entend plus ce genre de choses. Puis l'autre nouvelle qu'on entendait de temps en temps, c'était à Marseille, ils ont besoin d'un cœur, etc. On faisait des annonces à la télévision pour quelqu'un qui avait un cœur qui n'allait plus tenir. Puis là, quand vous aviez un cœur, vous accepteriez le cœur qu'on vous donnait. Si c'était quelqu'un de 80 kilos et que le cœur, il n'en faisait que 50, il était en train de mourir, vous le preniez, et les résultats n'étaient pas bons liés à ça.
Aujourd'hui, avec le cœur artificiel, comme on a pu le mettre, comme vous l'avez vu chez cet enfant, on n'a plus cette situation où on voit qu'en 2-3 jours, il va mourir et donc il faut faire un appel désespéré un peu partout. Et ça nous a permis d'avoir de nouveau des enfants ou des adultes en bon état et de prendre un bon cœur pour eux. Et les résultats ont été extrêmement bien meilleurs avec ça. Ces cœurs artificiels, le problème qu'il y a, c'est que de temps en temps, vous devez attendre 1 an, 2 ans, voire 2 ans avant d'être transplanté. Ça, c'est le problème justement du manque d'organes en quelque sorte. Et ces cœurs artificiels marchent quand même bien. Les patients disent, mais finalement, je dois prendre des anticoagulants, mais ça va bien et tout. Et au bout d'un moment, on s'est dit, et il y en a même qui ont dit, mais finalement, moi, j'ai même pas besoin d'être transplanté, je me sens bien avec. Et en gros, comme ces machines deviennent de plus en plus performantes, je crois que la plus longue est à 7 ou 8 ans maintenant. On s'est dit, mais finalement, il y a des gens qu'on ne peut pas transplanter pour des raisons médicales ou des raisons d'âge, en quelque sorte. Est-ce qu'on ne veut pas leur mettre ce cœur? Et on a commencé de le faire, c'était accepté par l'Office fédéral, etc., parce qu'il faut que ce soit quand même régulé, tout ça. Et depuis 2 ans, 3 ans, on a le droit de l'utiliser à ce qu'on appelle la destination therapy, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vie. Mais c'est clair que quand vous avez une insuffisance cardiaque terminale et vous savez que vous avez 6 mois à vivre, on vous met cette machine. Alors bien sûr, il faut les batteries qui sont un petit sac à dos et tout, elles ont une autonomie d'une 12aine d'heures, il faut les recharger au fur et à mesure. Mais on recharge nos Natel tous les soirs quasiment, il ne faut juste pas oublier ce quand vous avez un cœur artificiel, mais il y a des alarmes. Hein. Et on s'est dit, mais voilà, aujourd'hui, alors il faut réguler ça parce que ça coûte très cher tout ceci, et on ne peut pas non plus mettre des cœurs artificiels chez tout le monde qui a un cœur un peu faible, parce qu'alors là on fait péter le jackpot, je veux dire, il y a plus, et autres, et on doit un petit peu faire ça. Mais à Lausanne, ben voilà, on en met entre 15 et 20 de cœurs artificiels par année. Et on en met 1-2 chez les enfants, ce que vous avez vu là. Chez les adultes, c'est un autre système. Mais le principe est le même. C'est de faire une circulation. Hein. Mais nos ingénieurs savent faire ça. Hein. Ils sont bons, ça c'est sûr. J'ai une question très simple. Vous avez parlé de vos enfants. Avez-vous un de vos enfants qui vont faire la médecine ou qui envisage Non, mais c'est marrant. Moi, personne chez moi, mes frères et sœurs, oncles et tantes, il n'y a personne en médecine et tout. Je suis vraiment l'électron libre. Mais ensuite, dans la 2e génération, où mes neveux et tout, il n'y a aussi personne en médecine. Non, alors, voilà, je suis l'affreux canard, ou je ne sais plus comment on dit, le vilain petit canard, voilà. Bonjour professeur, j'aimerais savoir si vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un trou au cœur. J'ai mon petit-fils qui est né avec cela. On l'avait déjà décelé dans le ventre de la mère. Est-ce vrai qu'on peut l'opérer, paraît-il, à même le ventre de la mère en qu'il ne naisse? Et il a été opéré à 9 mois à Beyrouth. C'était évidemment un très grand succès. Écoutez, un trou dans le cœur, on en a tous. Parce que, au départ, dans la vie intra-utérine, ça m'a toujours fasciné. L'enfant se fait, embryon, etc. Il y a différents stades, mais très vite, c'est un petit être qui bouge, etc. Et il ouvre les yeux, il dort. Et en gros, l'intestin fonctionne, le rein fonctionne, etc. Tous les organes fonctionnent, le cœur aussi. Le cœur, vers le 40e jour, il fait des battements et à un moment donné, il devient vital à partir de là. Et pour nous, c'est une notion importante. À la naissance, un cœur qui a déjà battu pendant 7 mois, généralement, ça veut dire que le muscle est bon. C'est les connexions qui ne sont pas toujours bonnes. Et celles qui pêchent, souvent, c'est celles sur le poumon. Et le poumon est le seul organe qui n'a rien fait. Il est dans de l'eau. Et l'enfant respire par la maman respire pour 2. Et ça passe via le placenta, où il y a l'échange d'oxygène qui se fait de CO2 via le placenta. Mais c'est la maman qui respire pour les 2. Par contre, son cœur fait pour elle, bien sûr, elle doit travailler plus parce qu'il y a un organe de plus qui demande beaucoup, mais et autres. Et quand vous venez au monde, ben, il y a ce fameux premier cri et le poumon va. Et si les connexions sur le poumon ne sont pas bien développées, ben, là, vous avez tout de suite un problème. Et c'est pour ça qu'on a autant d'opérations qui se passent dans les premiers jours de vie. C'est généralement ces connexions sur le poumon. Alors la nature, bien entendu, comme le poumon ne fait rien, et elle a prévu 2 court-circuits. Et un est entre les 2 oreillettes, il y a un trou qu'on appelle le foramen ovale, qui est assez large. Et le sang qui passe par là, passe dans ce foramen et va directement dans l'organisme, parce que c'est du sang oxygéné par la maman. Le poumon ne fait rien, encore une fois. Et quand on vient au monde, il y a une sorte de clapet et ça va le fermer. Et chez certaines personnes, ce clapet est trop court, mal fait, et le trou reste ouvert. Et une fois qu'il est ouvert, il y a toujours plus de sang qui s'agrandit. Et ça, c'est une des causes d'avoir un trou dans le cœur. On l'a tous, il devrait se fermer, mais il ne se ferme pas tout le temps. Et d'ailleurs, on sent que ce clapet, des fois, ne se colle pas. On dit que c'est 20-25% de la population.
Et des fois, vous pouvez faire ce qu'on appelle des embolies paradoxales et vous avez plus d'AVC avec ça. Et il y a des équipes qui disent qu'on devrait les fermer chez tout le monde parce qu'on peut les fermer avec une ombrelle aujourd'hui. On n'a plus besoin d'opérer, on peut monter un cathéter, etc. Chez les enfants, pas, on doit les opérer. Mais et autres. Il y a toute une controverse de savoir est-ce qu'il faut le faire ou pas. Quelqu'un qui a fait un AVC où on a l'impression qu'il y a eu ce qu'on appelle une embolie paradoxale, on le ferme. Mais c'est 20% de la population, donc c'est quand même beaucoup, et il y a de nouveau les coûts liés à tout ça. Alors après, ça c'est une des formes de trou dans le cœur, il y a aussi entre les ventricules. Les ventricules, il y a une rotation qui se fait, et si vous voulez, c'est comme un tunnel, il y a une partie du haut qui doit venir et toucher la partie du bas. Puis des fois, il y a un tout petit décalage, et tac, ça se fait pas, et ça fait un trou en boutonnière. Il manque pas de cellules, mais on sent qu'elles ne sont pas dans le même plan. Et voilà, alors vous mettez un patch, et moi j'ai mis une technique où on remet le septum, on réaligne le septum. Bon, ça c'est de la technique, etc. Mais c'est lié à ça, c'est un tout petit défaut qui est là et qui peut après agrandir et devenir un gros problème. Quand vous prélevez un cœur pour un receveur et en même temps vous prélevez d'autres organes, est-ce qu'il faut tout de suite avoir un receveur aussi, ou bien c'est des organes qu'on peut garder un petit peu plus longtemps? Non, alors c'est pour ça que la coordination est extrêmement importante. Quand on vous dit, il y a un système de coordination qui est à Berne, hein, qui régule tout ça. Et d'ailleurs, quand vous avez une transplantation, aujourd'hui, bien entendu, comme il y a très peu, on essaie de prendre le maximum d'organes. À moins que les gens disent que le cœur, ça arrive, ça m'a toujours étonné. On n'a jamais dit que le poumon, que le foie. Mais que le cœur, je l'ai entendu. Bref, mais alors évidemment, on planifie et vous ne mettez pas les 5 organes dans le même hôpital, parce que ces soins intensifs seraient archi bourrés et il faut les isoler pendant 3 semaines, etc., à cause des infections. Donc généralement, et c'est pour ça qu'on va chez le donneur et on ne fait pas venir, etc., parce que vous retrouvez là, vous avez une équipe de Zurich pour le foie, une de Genève pour le poumon, etc. Vous avez souvent, c'est pour ça qu'il y a les collègues, et je me permets de déchambrer avec l'ambulance alors que nous on prend l'hélicoptère, parce qu'ils viennent de Bâle, de Zurich, etc. Et il faut coordonner tout ça. Puis il faut aussi coordonner les gens qui sont à la maison, qui doivent venir à l'hôpital. Et ça, quand on me dit on a un cœur, moi je sais que j'ai 5 heures devant moi. Le temps qu'on coordonne tout ça, parce que moi si je regarde les trucs, je dis ok, je le prends. Bon, ben, on appelle le receveur. Des fois, il est difficile à atteindre. On leur dit toujours, aujourd'hui, avec les Natel, c'est plus facile. Hein. Mais et tout, il faut les faire venir à l'hôpital, etc. Et voilà, vous avez tout ce truc. Donc, mais généralement, votre donneur, vous avez 36 heures, voire 48 heures devant vous. Il est stable. Après, ça commence de se déglinguer. Donc, vous avez le temps d'organiser tout ça, en quelque sorte. Oui, bonsoir. Vous pouvez me sortir d'un doute. Vous dites qu'après une opération, donc une transplantation de cœur, dès que vous laissez passer le sang, le cœur démarre tout seul. J'ai toujours pensé qu'il fallait un défibrillateur. Ah, des fois, au lieu d'avoir un rythme synchronisé, il a la fibrillation, alors on donne tac, un petit coup, 20 joules, 30 joules, et puis il se remet en phase. Ça peut arriver, mais ça arrive dans la chirurgie classique. On arrête le cœur, on change la valve, on la répare, puis d'un coup il fibrille, on donne un coup de défibrillateur, mais ce n'est pas les gros chocs comme on voit à la télé où les gens sautent du truc. Eux, ils mettent 250 joules, non, mais moi, sur les enfants, je mets 10 joules seulement. Vous voyez juste un petit truc comme ça, mais il n'y a pas de... Il y a rien. Moi, je me retire même plus de la table. Normalement, quand vous faites un choc, vous devez dire tout le monde, c'est à l'américaine. Moi, il y a longtemps que j'ai vu que ça ne faisait rien. Quoi. Mais de temps en temps, oui, vous devez donner un petit coup pour le mettre en phase. Mais ça, pour nous, c'est un détail, vraiment. Excusez-moi, elle est un peu technique, pas triviale, mais... les adultes, les transplantations, on a à peu près, j'imagine tous la même taille de cœur, mais déjà vous avez dit il n'y a pas beaucoup de donneurs grâce au ciel, il n'y a pas trop d'accidents, mais si vous avez un receveur potentiel qui a 3 ans et puis celui qui meurt qui a 10 ans, quelle est la différence de taille ou d'âge, ou comment ça se passe? Puis ma deuxième question, c'est malheureusement dans le cas du décès de ce jeune, est-ce qu'il y a assez de receveurs pour avoir le foie, etc. Et voilà. Écoutez, si vous êtes bien organisé, et surtout si vous travaillez sur toute l'Europe, en principe, on trouve pratiquement pour chaque organe un receveur. Mais ça arrive de temps en temps qu'il n'y ait pas. Mais c'est quand même assez rare. Il y a des fois des problèmes de groupe très très rares et autres, mais sur les groupes classiques, ce n'est pas tellement le cas en quelque sorte. Maintenant, ce qu'on appelle le mismatch,
Souvent, d'ailleurs, quelqu'un qui est chroniquement malade du cœur a un gros cœur. En fait, il se dilate le cœur. Pour nous, avoir un gros cœur, grand cœur, c'est pas une bonne nouvelle. Là, c'est une bonne nouvelle pour Jean-Marc Richard et la ligne de cœur, mais c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Et donc, généralement, on aime bien avoir des donneurs plus grands. On n'a jamais trop de problèmes avec des donneurs plus grands. Avec les enfants, moi, j'accepte pratiquement des poids au double, pas tout à fait, parce que ça commence d'être vraiment trop gros. Mais j'accepte 50% de plus en poids et autres. Et généralement, la place, vous l'avez pour le faire. Ce qui m'a toujours fasciné, d'ailleurs, alors je vais juste préciser une chose, parce qu'on me demande des fois, mais ce cœur, avec l'enfant qui grandit, il faudra le changer comme on change des valves. Les prothèses qu'on met, c'est du tissu non vivant, qui ne bouge pas. Le cœur qu'on transplante, c'est un organe vivant et lui va grandir. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand vous mettez un cœur de 8 ans, par exemple, sur un enfant de 4, il est un peu gros par rapport à la taille de l'enfant, même si la place est là, vu que le cœur était dilaté, il ne va pas bouger pendant 4 ans. Et après, quand l'enfant là, il va commencer comme s'il attendait le truc comme ça. Alors où on est beaucoup plus prudent, c'est le mismatch négatif. C'est-à-dire, vous avez un enfant de 6 ans, prendre un cœur de 4 ans. Ça peut être extrêmement, tricky. Parce qu'aussi, les cœurs malades souvent font ce qu'on appelle une hypertension pulmonaire. C'est-à-dire la pression dans les poumons monte. Et devant le poumon, c'est le ventricule droit qui est un ventricule très peu musclé. Et lui a du mal si les pressions sont hautes. Et là, vous pouvez avoir un mauvais résultat. Et là, il faut être très très prudent dans un mismatch négatif. Moi, si je ne prends pas un mismatch négatif, on mesure les résistances pulmonaires. Si dans mon receveur, j'ai des résistances pulmonaires élevées, si elles sont tout à fait normales, je peux prendre le risque. Mais si elles sont élevées, ça ne passe pas. Merci. Merci beaucoup. Un petit cadeau de Swiss Med Culture avec votre nom gravé. Ah oui, merci. Merci beaucoup, Michel. Merci, docteur Prêtre. Ça a été passionnant. C'est vrai qu'en vous écoutant, on a envie d'en savoir plus. Là, maintenant, vous pourrez échanger pendant l'apéritif, le verre de l'amitié. Merci infiniment. Vous avez réussi à nous faire comprendre quelque chose qui est à la fois fascinante et en même temps terriblement compliqué. Vous nous avez mis à l'aise et vous avez réussi, au fond, à ce qu'on se passionne. Et je suis persuadée que vous toutes, mesdames et messieurs, comme moi, maintenant, on va penser au cœur et voir le cœur d'une autre façon. Merci infiniment, docteur. Merci.